La main de Sophie était glacée dans la mienne et pourtant, elle me donnait l'impression de brûler. Marie, avec son sourire que j'aurais volontiers comparé à celui d'une hyène, mais non, pas si grossier, plutôt celui d'une femme d'affaires impitoyable, nous toisait, cherchant la moindre fissure dans notre façade. Elle faisait le tour de Sophie et de moi, ses yeux de lynx ne manquant pas un détail, du col de ma chemise qui n'était probablement pas assez cher pour ce genre d'endroit, jusqu'à la manière dont nos doigts s'étaient entrelacés, avec une intimité forcée. Mon cerveau, lui, tournait à 100 à l'heure, martelant les mêmes mots. Julien, tiens bon, fais semblante. Fais semblant d'être son mari, son roc, son alibi. C'était absurde. Comment avais-je pu me retrouver là, dans le hall immaculé de l'hôpital Sainte-Marguerite à Paris, jouant ce rôle grotesque? Il y a seulement 3 jours, j'étais assis dans un autre couloir de ce même hôpital, le monde sur les épaules, terrifié à l'idée de ce que l'avenir me réservait. Un couloir tout aussi stérile, mais tellement plus silencieux, un silence qui n'était brisé que par le bourdonnement lointain des machines et le chuchotement discret des pas des infirmières. Le fauteuil en plastique me taillait le dos et l'odeur persistante de désinfectant m'irritait les narines à chaque inspiration. J'avais 35 ans et j'étais mécanicien dans un petit garage de Sarcelles, en banlieue parisienne. Et je n'avais jamais de toute ma vie ressenti une telle solitude. C'était comme si l'air autour de moi s'était épaissi, me rendant chaque respiration difficile. 3 ans plus tôt, Emily, ma femme, était partie dans cet accident de voiture. Juste comme ça. Un instant, elle était là, le suivant, elle ne l'était plus, me laissant seule avec notre petite Léonie. Et maintenant, c'était mon tour d'attendre. D'attendre des nouvelles, de savoir si ce que j'avais dans le poumon était un cancer. Si la biopsie revenait positive, Léonie n'aurait plus personne. La pensée seule me coupait le souffle. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants un peu, et j'ai cherché ma photo préférée. Léonie, 6 ans, avec ses cheveux blonds, sauvages et emmêlés, serrant son ours en peluche, un sourire si grand qu'il me serrait la poitrine. C'était ma lumière, mon tout. La seule raison pour laquelle je me levais le matin, pour laquelle je continuais à me battre, à mettre un pied devant l'autre. Mes parents, disparus. Mon frère vivait à des centaines de kilomètres et on se parlait d'à peine. Pas de filet de sécurité. S'il m'arrivait quelque chose, Léonie tomberait droit dans le vide. Mes mains tremblaient tellement que le téléphone m'a glissé des doigts et a cliqueté sur le sol en vinyle. Avant que je puisse me pencher pour le ramasser, une femme assise à côté de moi l'a ramassé. Je ne l'avais même pas vue s'asseoir. Je me souviens qu'elle a jeté un bref coup d'œil à l'écran, au visage souriant de Léonie, avant de me le tendre sans un mot. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose, un minuscule scintillement, a traversé ses yeux, comme une étincelle de nostalgie, ou peut-être de l'envie. J'ai marmonné un merci rapide et je l'ai observé un instant. Elle portait un manteau sur mesure qui valait probablement plus que mon loyer mensuel. Sa posture était raide, contrôlée, comme celle de quelqu'un habitué à être sous les projecteurs, toujours épié. Tout chez elle criait l'argent, le pouvoir. Et pourtant, elle était là, dans ce même couloir, attendant, comme moi, des résultats qui pourraient tout changer. Elle s'appelait Sophie Mitchell, bien que je ne le savais pas encore. PDG de Mitchell Immobilier, une boîte qui pesait lourd dans le bâtiment. Pendant 10 ans, elle avait bâti sa réputation sur le fait d'être intouchable, froide, invincible. Personne au conseil d'administration ne savait qu'elle était ici aujourd'hui. Personne ne savait qu'elle avait découvert une grosseur dans son sein 3 semaines plus tôt, ni la terreur qui l'avait tenue éveillée toutes les nuits depuis. Elle était devenue seule parce qu'elle n'avait personne à amener. Pas de famille, pas de partenaire. Juste un empire qu'elle y avait bâti de ses propres mains et un corps qui menaçait de la trahir. Le service d'oncologie était étrangement calme, hormis les bruits de pas occasionnels des infirmières et le faible bourdonnement des machines dans les salles voisines.
Je fixai la porte de la salle d'examen, la suppliant de s'ouvrir, suppliant quelqu'un de sortir et de me dire que ce n'était rien, juste une fausse alerte. Rentrez chez vous auprès de votre fille. Mais la porte restait close et les minutes s'étiraient, devenant des heures, des décennies. Sophie était assise 3 sièges plus loin, son téléphone éteint sur ses genoux. Elle ne faisait pas défiler d'écran, ne tapait pas de messages, ne faisait rien de ce que les cadres occupés font pour tuer le temps. Elle était juste assise là, parfaitement immobile, comme une statue sculptée dans la glace. Mais ses mains étaient serrées si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. On aurait dit qu'elle retenait une armée de démons à l'intérieur. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et tout a basculé. Une femme d'une 50aine d'années est apparue, drapée dans des vêtements de créateur, un sourire figé sur les lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. Son mari la suivait, l'air blasé, le regard perdu dans le vide. Il se dirigeait clairement vers l'aile VIP à l'étage supérieur, mais la femme s'est arrêtée net quand elle a aperçu Sophie. Son sourire s'est aiguisé, prenant une dimension presque prédatrice. Murray Henderson, membre du conseil d'administration de Mitchell Immobilier, et leader d'une faction qui essayait de pousser Sophie vers la sortie depuis des années. Elle croyait qu'une entreprise devait être dirigée par quelqu'un de stable, quelqu'un qui avait des racines, une famille, pas une femme célibataire qui travaillait 18 heures par jour et n'avait jamais montré la moindre étincelle de vulnérabilité. Marie s'est avancée avec la confiance décontractée de quelqu'un qui sait qu'elle a le dessus. Elle a jeté un coup d'œil autour du service d'oncologie, puis est revenue vers Sophie, sa voix dégoulinante d'une fausse compassion. « Sophie, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Toute seule. » Elle a incliné la tête, ses yeux scannant à la recherche d'une faiblesse. « Où est votre mari? » La mâchoire de Sophie s'est crispée presque imperceptiblement. Je pouvais sentir la tension qui émanait d'elle. Elle savait exactement ce que Marie était en train de faire. Si la nouvelle de sa maladie et de son isolement parvenait au conseil, il s'en servirait contre elle. La fusion avec la firme new-yorkaise était à quelques semaines de sa clôture. Le moindre signe d'instabilité pourrait anéantir tout ce pour quoi elle avait travaillé. Marie a insisté, son ton d'une douceur sirupeuse. « Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vous êtes toujours célibataire, n'est-ce pas? » La pauvre, ça doit être si difficile de traverser une chose pareille sans personne à vos côtés. Sophie a senti les murs se refermer sur elle. Elle avait passé toute sa carrière à s'assurer que personne ne la voit jamais transpirer. Et maintenant, Marie la surveillait comme un rapace encerclant une proie blessée. Elle devait dire quelque chose. Elle devait mettre fin à ça, mais son esprit était vide, et la peur qu'elle avait retenue toute la matinée commençait à lui monter à la gorge. Puis, elle a tourné la tête vers moi et m'a vu. Le mec qui avait laissé tomber son téléphone, le mec avec la photo de la petite fille, les yeux fatigués et les mains qui ne cessaient de trembler. J'étais un inconnu, une quidam. Mais à cet instant précis, j'étais la seule chose qui se tenait entre elle et une exposition totale. Avant même qu'elle n'y réfléchisse, Sophie a agi. Elle a traversé les 3 sièges qui nous séparaient et s'est assise juste à côté de moi. Sa main a trouvé la mienne, nos doigts s'entrelaçant comme si nous l'avions fait 1000 fois. Elle a levé les yeux vers Marie, affichant un sourire capable de geler le feu lui-même. « Mon mari est juste ici, Marie. » J'étais raide. Mon cerveau avait complètement court-circuité, essayant de comprendre ce qui se passait. Cette femme que je n'avais jamais rencontrée me tenait la main et me traitait de « son mari » devant une dame chic qui avait l'air de manger des gens au petit déjeuner. Je devrais me dégager. Je devrais dire quelque chose. Mais j'ai plongé mon regard dans les yeux de Sophie et derrière cette froideur apparente, je l'ai vue. La panique, le désespoir, la peur, la même terreur que j'avais ressentie toute la matinée me renvoyait de son reflet comme un miroir. Le sourire de Marie a vacillé. Elle m'a regardé de haut en bas, observant ma veste usée et mes mains calleuses. Je ne l'ai jamais vue à aucun événement de l'entreprise. Sophie n'a pas manqué un battement.
Ils préfèrent rester dans l'ombre, me soutenir en coulisses. Tout le monde n'a pas besoin d'être au premier plan, Marie. J'ai senti la prise de Sophie se resserrer légèrement sur ma main, une imploration silencieuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Peut-être que c'était la peur dans ses yeux. Peut-être que c'était le fait que je savais ce que ça faisait d'être seul, terrifié et désespéré, que quelqu'un soit simplement là. Quelle qu'en soit la raison, je me suis rapproché de Sophie et j'ai posé mon autre main sur le bas de son dos, un geste protecteur, naturel, comme si je l'avais fait 100 fois auparavant. Les yeux de Marie se sont rétrécis, mais elle n'a pas trouvé de faille dans notre armure. J'ai répondu à ses questions avec une assurance facile, donnant des réponses vagues sur le fait de travailler de mes mains et de préférer une vie tranquille. J'ai même souri, un petit sourire fatigué qui me donnait l'air d'être exactement ce que Sophie avait prétendu, un mari compréhensif qui n'avait pas besoin des feux de la rampe. Après quelques autres questions insistantes qui n'ont mené nulle part, Marie a finalement battu en retraite. Elle nous a lancé un dernier regard, la suspicion toujours présente dans ses yeux, puis s'est dirigée vers l'ascenseur, son mari à la traîne. Dès que les portes se sont refermées derrière elle, Sophie a lâché ma main. « Merci », a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible, brisée. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, sans l'armure de sa posture parfaite et de ses vêtements coûteux. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, plus humaine. J'ai reconnu l'épuisement sur son visage parce que je le voyais dans le miroir tous les matins. « Vous attendez des résultats aussi, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Sophie a hoché la tête lentement. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, elle ne se sentait pas complètement seule. Cet inconnu, ce mécanicien avec la photo de sa fille et les yeux bienveillants, venait de la sauver sans rien demander en retour. Elle ne connaissait même pas mon nom. « Je m'appelle Sophie », a-t-elle dit doucement. « Julien », ai-je répondu. Nous sommes restés là en silence, deux étrangers liés par un mensonge et une peur partagée que nous n'arrivions pas à nommer. Dehors, la ville bourdonnait de vie. À l'intérieur du service d'oncologie, l'horloge murale avançait vers un avenir incertain. 1 heure après le départ de Marie, une infirmière a appelé nos 2 noms, Julien et Sophie. Nous avons échangé un regard, surpris de réaliser que nous attendions le même médecin. Nous avons suivi l'infirmière le long d'un long couloir et dans une salle de consultation où le docteur Pierre, un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, nous a annoncé des nouvelles qu'aucun de nous ne voulait entendre. Les biopsies initiales étaient non concluantes. Tous les 2 devrions subir des examens supplémentaires. Un TEP scan, un autre cycle de prélèvement. Il faudrait revenir dans 3 jours. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 3 jours de plus d'incertitude. 3 jours de plus à regarder Léonie et à me demander si mon temps était compté. J'ai remercié le médecin d'une voix faible et suis sorti de la pièce, mon esprit déjà en train de passer en revue tous les arrangements que j'aurais à faire. Qui surveillerait Léonie pendant que je serais à l'hôpital? Comment expliquer une autre absence au travail? Les questions s'accumulaient comme des pierres sur ma poitrine. Sophie m'a rattrapé sur le parking. Le soleil de l'après-midi était dur, rebondissant sur les pare-brises de centaines de voitures, et elle a plissé les yeux face à l'éblouissement en se mettant à mon pas. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Nous n'étions que 2 personnes marchant à travers un labyrinthe de béton, portant le même poids sur nos épaules. Quand nous avons atteint mon camion, une vieille Ford avec de la rouille qui rampait sur les passages de roues, Sophie a finalement brisé le silence. Pendant les 3 prochains jours, j'ai besoin que vous continuiez à faire semblant, au moins quand nous serons à l'hôpital. Sa voix était ferme, mais il y avait un tremblement, une fêlure dans son armure. Marie aura des gens qui me surveillent. Si elle découvre que j'ai menti, c'est fini. J'ai secoué la tête. J'ai sorti mes clés de ma poche et les ai fixées comme si elles contenaient une réponse. « Je n'ai rien à faire dans votre monde, mademoiselle Mitchell.
Je suis mécanicien. Je répare des voitures pour vivre. Peu importe le jeu auquel vous jouez, vous avez l'air de vous ennuyer. Je ne peux pas en faire partie. Sophie a pris une inspiration profonde. Elle avait passé toute sa carrière à lire les gens, à trouver ce qu'ils désiraient le plus et à l'utiliser pour conclure des affaires. Elle se détestait pour ce qu'elle était sur le point de faire, mais le désespoir a une façon d'effacer les frontières. Je vous paierai, a-t-elle dit. Tout ce dont vous avez besoin. Hey, elle a hésité, cherchant les bons mots. Si vos résultats ne sont pas bons, je peux vous aider à trouver quelqu'un pour s'occuper de votre fille. Des gens bien, un foyer stable. J'ai des ressources. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pensé à rien d'autre pendant des semaines. Qu'arriverait-il à Léonie si je mourais? Elle n'avait plus de grands-parents, pas de tante ou d'oncle proche. Personne qui pourrait intervenir et lui offrir la vie qu'elle méritait. Et voilà que cette femme, cette inconnue, m'offrait la seule chose que je ne pouvais pas me procurer moi-même. Un filet de sécurité. Je suis resté là un long moment, les clés s'enfonçant dans ma paume. Chaque instinct me disait de m'éloigner. Ce n'était pas mon problème. Cette femme et ses guerres d'entreprise n'avaient rien à voir avec moi. Mais ensuite, j'ai pensé à Léonie, à son rire et à ses dessins, et à la façon dont elle parlait encore à la photo de sa mère tous les soirs avant de dormir. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance que Sophie puisse l'aider à la protéger, comment pourrais-je refuser? 3 jours, ai-je dit finalement. Ma voix était plate, résignée. C'est tout. Sophie a hoché la tête. Quelque chose dans sa poitrine s'est relâché d'une fraction à peine perceptible. 3 jours. Attendez, là il faut que je fasse une pause. Tout ça, cette histoire de faux mari, c'était complètement dingue, non? Je suis Julien, mécanicien à Sarcelles, et je me retrouve à jouer un rôle dans un hôpital huppé de Paris, juste pour une femme que je ne connais pas. J'aurais dû rigoler. Me dire, Julien, t'es fou, rentre chez toi. Mais je ne riais pas, j'étais pris au piège. Ou peut-être que je cherchais juste une raison de ne plus me sentir aussi seul. C'est bizarre comme la peur peut nous pousser à faire des trucs insensés. Genre, qui, sain d'esprit, accepterait de se faire payer pour faire semblant d'être le mari d'une PDG? J'imagine que personne, sauf moi apparemment. Et puis, la petite, Léonie, c'était une excuse parfaite pour ne pas me poser de questions. Pour ne pas admettre que, peut-être, l'idée d'aider quelqu'un, même cette femme glaciale, me tirait un peu vers l'avant. On se raconte des histoires pour tenir, pas vrai? Vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Accepter de me mêler de leurs problèmes? C'était peut-être la décision la plus stupide de ma vie, mais la plus humaine aussi, étrangement. Bref, retour à nos moutons. Le premier jour a semblé une éternité, comme marcher sur un champ de mine. Sophie avait organisé notre rencontre à l'hôpital le matin pour signer des papiers d'assurance. Elle utilisait son plan de couverture familiale qui exigeait la signature d'un conjoint sur certains formulaires. J'étais arrivé en jean propre et une chemise boutonnée qui avait l'air d'avoir été repassée pour la première fois depuis des années. Je me suis senti déplacé dès que j'ai franchi les portes automatiques. Nous nous sommes assis à la cafétéria de l'hôpital après les formalités administratives, attendant le prochain rendez-vous de Sophie. Le silence entre nous était maladroit, rempli de toutes les choses que nous ignorions l'un de l'autre. Je fixai ma tasse de café, la faisant tourner lentement dans mes mains, tandis que Sophie vérifiait son téléphone pour des emails qui n'avaient aucune importance. « Parlez-moi de votre fille », a dit Sophie soudainement. Elle n'était pas sûre de savoir pourquoi elle demandait. Peut-être qu'elle avait juste besoin de quelque chose pour combler le silence. Peut-être qu'elle était fatiguée de faire semblant de ne pas se soucier. J'ai levé les yeux, surpris. Pendant un instant, j'ai semblé peser le pour et le contre de répondre. Puis quelque chose dans mon expression s'est adouci et j'ai commencé à parler. Je lui ai parlé de l'obsession de Léonie pour le dessin, comment elle remplissait carnet après carnet de dessins d'animaux, de maisons et de mondes imaginaires. Je lui ai parlé de la veilleuse en forme d'étoile dont Léonie ne pouvait pas se passer pour dormir,
parce qu'elle avait encore peur du noir. Je lui ai parlé de la nuit où Léonie m'avait demandé si maman nous regardait depuis les étoiles et comment j'avais à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant de fondre en larmes. Sophie a écouté sans m'interrompre. Elle avait passé tellement d'années entourée de gens qui ne parlaient que d'argent, de pouvoir et de stratégie. Elle avait oublié ce que ça faisait d'entendre quelqu'un parler de quelque chose de réel, de quelque chose qui comptait. Au moment où j'ai terminé, j'ai réalisé qu'elle était jalouse. Pas de ma situation. Dieu sait que je n'aurais pas échangé ma place avec elle, mais de l'amour simple et accablant que j'avais pour ma fille. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel dans sa vie. Parfois, quand je rentrais tard du garage, les mains couvertes de cambouis et les muscles douloureux, je pensais à Emily, à son rire facile, à la façon dont elle m'avait toujours ancré. Sans elle, le monde semblait avoir perdu un peu de ses couleurs, de sa légèreté. Léonie était ma bouée, ma raison de ne pas sombrer, mais le silence de la maison après qu'elle se soit endormie, ce silence était assourdissant. Il me ramenait à toutes ces promesses non tenues, à tout ce qu'on verra l'année prochaine, qui n'aurait jamais lieu. J'avais l'impression de n'être qu'un demi-homme, essayant tant bien que mal de combler un vide impossible à remplir, même avec tout l'amour que je portais à Léonie. Le deuxième jour fut plus difficile. Sophie se souvenait. Ce jour-là, dans le hall de l'hôpital Sainte-Marguerite, elle avait cru que son monde allait s'écrouler. Marie s'avançait vers eux, une hyène traquant sa proie, avec son assistante, une petite souris à l'air stressée à ses côtés. Marie prétendait être là pour un bilan de routine, mais Sophie savait mieux que quiconque. Marie chassait des preuves, cherchait la moindre fissure dans l'histoire que Sophie lui avait racontée. Quand elle nous avait repérés, Sophie et moi, dans le hall, elle avait filé droit vers nous, comme un missile. Sophie sentait son cœur marteler ses côtes, la sueur froide perler sur sa nuque. Elle avait bâti cet empire, pierre par pierre, dans la sueur et le sang, et Marie allait tout détruire avec un simple sourire mesquin. Quand j'avais pris sa main, mon toucher avait été une encre inattendue pour elle, une bouffée d'air frais au milieu du chaos. Elle m'avait senti me tendre, bien sûr, mais j'avais tenu bon. Mes réponses étaient si calmes, si naturelles, qu'elle-même avait presque oublié la supercherie. C'était un talent incroyable, cette capacité à simuler l'aisance. Elle se demandait comment je faisais. Pour elle, chaque mot, chaque geste était une torture, un équilibre précaire entre la vérité et le mensonge. Elle s'était appuyée contre moi, cherchant cette chaleur, ce semblant de normalité, et, pour un instant, elle avait oublié l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de sa tête. Marie avait fait le tour de nous comme un requin, posant des questions pointues sur la façon dont nous nous étions rencontrés, où nous vivions et pourquoi je n'étais jamais venu aux événements de l'entreprise. J'avais répondu calmement, m'en tenant à l'histoire vague que nous avions répétée. Je travaillais de mes mains, j'appréciais ma vie privée, je soutenais ma femme en coulisses. Après 20 minutes d'interrogatoire, Marie avait finalement abandonné et était partie. Mais le mal était fait. Le prochain rendez-vous de Sophie n'était pas avant 2 heures, et nous ne pouvions pas prendre le risque d'être vus séparés. Nous nous étions donc dirigés vers un petit restaurant à quelques pâtés de maison de l'hôpital, et nous nous étions assis pour déjeuner comme un vrai couple marié. Le restaurant était calme, à moitié vide dans le creux entre le déjeuner et le dîner. Sophie avait commandé une salade qu'elle n'avait pas touchée. J'avais commandé un sandwich et mangé machinalement, l'esprit ailleurs. Pendant un moment, nous étions juste restés là, 2 étrangers faisant semblant d'être quelque chose que nous n'étions pas. Puis Sophie a posé une question qui nous a surpris tous les deux. « Vous n'avez pas peur de mourir? » J'ai posé mon sandwich. Je l'ai regardé un long moment, mes yeux fatigués et lointains. Terrifié, ai-je admis. Mais j'ai plus peur que Léonie devienne orpheline que de la mort elle-même. Si je meurs, elle n'aura personne. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Pas le cancer,
pas la douleur, juste l'idée qu'elle soit seule. Sophie n'a rien dit, elle ne pouvait pas. Mes mots avaient ouvert quelque chose en elle, une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant des années. Elle avait réalisé, assise là dans ce restaurant à moitié vide, qu'elle n'avait personne qui la manquerait si elle mourait, personne qui resterait éveillé la nuit à s'inquiéter pour elle. Elle avait bâti un empire, mais elle l'avait bâti seule. Et pour la première fois de sa vie, elle s'était demandé si ça en avait valu la peine. Le troisième jour est arrivé plus vite qu'aucun de nous ne l'avait prévu. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital tôt le matin, tous les deux plus silencieux que d'habitude. Les blagues et les petites conversations des jours précédents s'étaient tues, remplacées par un lourd silence qu'aucun de nous ne pouvait briser. C'était le jour où nous allions découvrir si nos vies étaient sur le point de changer pour toujours. Avant d'entrer pour voir le médecin, Sophie s'est tournée vers moi. Sa voix était douce, à peine plus qu'un murmure. « Merci, Julien. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ces 3 jours ont été la première fois où je ne me suis pas senti seul. » Je l'ai regardé. Je voulais dire quelque chose de significatif, quelque chose qui traduirait tout ce que je ressentais. Mais les mots ne venaient pas. Avant que je puisse trouver quoi dire, la porte de la salle d'examen s'est ouverte et une infirmière a appelé mon nom. Je suis entré le premier. Je me suis assis en face du docteur Pierre et j'ai écouté le médecin m'expliquer les résultats de mon TEP scan et de la biopsie supplémentaire. La tumeur dans mon poumon était bénigne, pas un cancer, juste une excroissance qui pouvait être surveillée au fil du temps. J'allais bien. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai pressé mes mains sur mon visage et j'ai pris une inspiration tremblante, essayant de me ressaisir. J'allais vivre. J'allais voir Léonie grandir. J'allais être là pour son premier jour de collège, son premier chagrin d'amour, sa remise de diplôme. Tous les futurs que j'avais eu trop peur d'imaginer se sont soudainement étalés devant moi comme une route sans fin. Quand je suis sorti de la salle d'examen, Sophie attendait. Elle a vu l'expression sur mon visage et a su immédiatement. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres, sincère et chaleureux. Bonne nouvelle. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler encore. Les émotions étaient encore trop brutes, trop proches de la surface. Puis ce fut le tour de Sophie. Elle s'est levée, a lissé son manteau et est entrée dans la salle d'examen, les épaules carrées et le menton haut. La porte s'est refermée derrière elle et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, elle est sortie. Son visage était pâle, son expression soigneusement vide, mais j'ai pu le voir dans ses yeux. Les nouvelles n'avaient pas été bonnes. « Malin », a-t-elle dit doucement. « Stade 1, ils l'ont détecté tôt, mais j'aurais besoin d'une chirurgie et d'un traitement après. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. J'ai traversé l'espace entre nous et j'ai pris sa main de la même manière qu'elle avait pris la mienne il y a 3 jours. Cette fois, ce n'était pas pour le spectacle. Cette fois, c'était réel. Sophie a baissé les yeux sur nos mains jointes. Et pendant un instant, elle s'est laissé le droit de ressentir la chaleur de ma peau contre la sienne, la fermeté de ma prise. Elle avait passé toute sa vie à refuser d'avoir besoin de qui que ce soit. Et maintenant, elle était là, s'accrochant à un inconnu comme s'il était la seule chose qui la maintenait à flot. Puis son téléphone a sonné. Elle l'a sorti de sa poche et a répondu sans réfléchir. La voix à l'autre bout était vive et joyeuse, complètement inconsciente du poids du moment. C'était son assistante, qui l'appelait avec des nouvelles de la fusion. « Madame Mitchell, la fusion a été approuvée. Le conseil a été impressionné par votre système de soutien familial. Madame Henderson n'a plus trouvé de motif pour s'y opposer. Félicitations. » J'ai entendu chaque mot. Le téléphone était pressé près de l'oreille de Sophie, mais dans le calme du couloir de l'hôpital, la voix de l'assistante portait clairement « Système de soutien familial ». Les mots ont résonné dans ma tête, prenant un sens que je n'avais pas considéré auparavant. J'ai lâché la main de Sophie et j'ai reculé. Mon expression avait changé, durcissant en quelque chose de froid et de distant. « Félicitations,
ai-je dit d'un ton monocorde. Votre accord a été conclu. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Elle pouvait voir ce que je pensais. Elle pouvait voir les murs se dresser derrière mes yeux. Julien, vous ne comprenez pas. Mais j'étais déjà en train de secouer la tête. Je comprends parfaitement. Dès le début, vous aviez besoin d'un faux mari pour protéger votre carrière. J'ai fait mon travail. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers l'ascenseur. Bonne chance pour votre opération, mademoiselle Mitchell. Sophie a crié mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré, puis j'ai disparu. Cette nuit-là, je me suis assis sur le sol de la chambre de Léonie, la regardant dormir. Elle était recroquevillée sous sa couverture avec son ours en peluche calé sous son menton, sa respiration douce et régulière. La veilleuse projetait une douce lueur sur son visage, et j'ai senti mon cœur se fendre à nouveau. J'allais vivre. J'allais être là pour elle. C'était tout ce qui comptait. Mais il y avait autre chose maintenant. Un sentiment de vide dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec ma santé. Je n'arrêtais pas de penser à Sophie, à l'expression sur son visage quand elle avait eu son diagnostic, à la façon dont sa main avait tenu la mienne. Je m'étais dit que tout était faux, un arrangement commercial. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé et je ne savais pas comment le faire revenir à la normale. Léonie a remué dans son sommeil et a ouvert les yeux. « Papa !» Je me suis penché et j'ai embrassé son front. « Retourne dormir, ma chérie. » Mais Léonie était déjà assise, se frottant les yeux. « Papa, où est la jolie dame? Elle vient de nous rendre visite. » J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. « Quelle jolie dame! Celle de l'hôpital. Tu lui tenais la main sur la photo de ton téléphone. » Léonie a bâillé. Elle avait l'air triste. Je veux lui faire un dessin pour qu'elle se sente mieux. J'ai regardé ma fille. Je n'avais pas réalisé que Léonie avait vu quoi que ce soit. Je n'avais pas réalisé à quel point elle était attentive. Peut-être un jour, ai-je dit doucement. Maintenant, va dormir. Léonie a hoché la tête et s'est recouchée, déjà à moitié endormie. Je suis resté là longtemps, la regardant respirer, essayant de me convaincre que j'avais fait la bonne chose. De l'autre côté de Paris, Sophie était assise seule dans son appartement de la Défense. Les lumières du centre-ville scintillaient à travers les fenêtres du sol au plafond, mais elle ne les voyait pas. Elle fixait son téléphone, le journal d'appel affichant le numéro de Julien encore et encore. Elle avait essayé de l'appeler 6 fois. Il n'avait pas répondu une seule fois. La fusion était terminée, sa position était sécurisée. Elle avait gagné. Mais assise là dans l'obscurité, entourée de tous les meubles coûteux et de l'or qu'elle avait accumulé au fil des ans, elle ne s'était jamais sentie aussi vaincue. Le diagnostic était déjà assez grave. L'opération, le traitement, les mois d'incertitude à venir, tout cela, elle pouvait le gérer. Elle avait géré pire. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était ça. Le silence, le vide, la connaissance qu'elle avait enfin laissé quelqu'un voir la vraie elle, et qu'il était parti en pensant qu'elle l'avait utilisé. Elle a pris son téléphone et a essayé son numéro une fois de plus. Ça a sonné 2 fois, puis est tombé sur la messagerie vocale. Elle a raccroché sans laisser de message. Que dirait-elle même? Dehors, la ville bourdonnait de vie. À l'intérieur, Sophie Mitchell était assise seule dans le noir, se demandant si elle venait de perdre la seule personne qui l'avait jamais vraiment vue. 1 semaine a passé. Je suis retourné à ma routine comme si rien ne s'était passé. Je me levais à 6 heures, préparais le petit déjeuner pour Léonie, la déposais à l'école et conduisais au garage où je passais mes journées enfouies sous les capots des voitures des autres. Le travail était familier, mécanique, quelque chose que je pouvais faire sans réfléchir. C'était bien, parce que réfléchir était la dernière chose que je voulais faire. Mais les nuits étaient différentes. Après que Léonie se soit couchée, je m'asseyais seul dans le salon, fixant la télévision sans la voir. Mon esprit ne cessait de dériver vers l'hôpital, vers Sophie, vers l'expression de son visage quand elle avait eu son diagnostic.
Je me disais que j'avais fait la bonne chose. Elle m'avait utilisé. Tout cela n'avait été qu'une transaction, un accord commercial déguisé en quelque chose de plus. Mais peu importe le nombre de fois que je le répétais, les mots semblaient creux, comme un mensonge que je me racontais pour rendre le départ plus facile. Un soir, Léonie est rentrée de l'école avec un dessin glissé sous son bras. Elle a couru dans la cuisine où je préparais du gratin de macaroni et m'a tendu le papier avec un sourire fier. « Regarde, papa, j'ai fait ça pour le cours d'art. » J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai pris le dessin. Il représentait 3 personnages debout devant une maison. Un grand homme, une petite fille aux cheveux jaunes et une femme aux cheveux bruns portant une robe bleue. Ils se tenaient tous la main et au-dessus d'eux, Léonie avait dessiné un grand soleil jaune avec un visage souriant. « Qui est-ce » ai-je demandé en montant du doigt la femme. Léonie a grimpé sur une chaise de cuisine et s'est penchée pour regarder son propre dessin. C'est l'amie de papa, la jolie dame de l'hôpital. Elle avait l'air triste, alors j'ai voulu la dessiner heureuse avec nous. J'ai fixé le dessin. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré, un sentiment que je ne pouvais pas nommer et que je ne voulais pas trop examiner. « C'est très joli, ma chérie, » ai-je réussi à dire. « Maintenant, va te laver les mains. Le dîner est presque prêt. » Cette nuit-là, après que Léonie ait dormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec le dessin devant moi. J'ai tracé le contour de la femme avec mon doigt, pensant à Sophie seule dans son penthouse, face à la chirurgie sans personne à ses côtés. J'ai pensé à la façon dont elle avait écouté quand j'avais parlé de Léonie. Vraiment écouté, comme si ce que je disais importait réellement. J'ai pensé à la peur dans ses yeux quand elle avait attrapé ma main le premier jour et à la chaleur qui l'avait remplacé le troisième. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à son numéro. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel un long moment, puis j'ai posé le téléphone et je suis allé me coucher. De l'autre côté de la ville, Sophie était préparée pour la chirurgie. La chambre d'hôpital était froide et stérile, remplie du bourdonnement des machines et de l'efficacité silencieuse des infirmières, vérifiant les moniteurs et ajustant les lignes intraveineuses. Elle était allongée sur le brancard dans une fine blouse d'hôpital, fixant les dalles du plafond et comptant les petits trous dans chacune d'elles. Tout pour empêcher son esprit de vagabonder vers des endroits plus sombres. Une infirmière est apparue à ses côtés avec un presse-papier. « Mademoiselle Mitchell, y a-t-il quelqu'un que nous devrions contacter? Une famille que nous pourrions appeler? » Sophie a secoué la tête lentement. « Non, il n'y a personne. » L'expression de l'infirmière a montré quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais elle était assez professionnelle pour ne pas se le laisser transparaître longtemps. Elle a pris note sur son presse-papier et est passée à la tâche suivante, laissant Sophie seule avec ses pensées. Pour la première fois depuis des années, Sophie a senti des larmes monter derrière ses yeux. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Elle avait bâti une entreprise à partir de rien, repoussé des opas hostiles, tenu tête à des membres du conseil qui voulaient la voir échouer. Elle n'avait jamais pleuré, ni quand ses parents s'étaient morts à 1 an d'intervalle, ni quand ses fiançailles s'étaient effondrées à 20 ans. Pas une seule fois pendant toutes les années qui avaient suivi, mais allongée là, dans cette chambre d'hôpital froide, attendant d'être emmenée en salle d'opération, elle a finalement craqué. Les larmes sont venues silencieusement au début, glissant le long de ses tempes et disparaissant dans ses cheveux. Puis ses épaules ont commencé à trembler et elle a pressé sa main sur sa bouche pour s'empêcher de faire le moindre bruit. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait peur de mourir. Elle pleurait parce qu'elle avait réalisé trop tard qu'elle avait passé toute sa vie à repousser les gens. Et maintenant, il ne restait plus personne à qui s'accrocher. Avant de l'emmener au bloc, Sophie a demandé à l'infirmière un stylo et du papier. Ses mains tremblaient, mais elle s'est forcée à écrire. La lettre était courte, seulement quelques paragraphes, mais chaque mot lui coûtait quelque chose. « Julien, a-t-elle écrit, je vous ai choisi ce jour-là parce que j'avais besoin d'un faux mari. Mais en ces 3 jours, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'un mari. J'avais besoin de quelqu'un qui me voyait vraiment. Vous avez été la première personne à le faire.
Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageuse pour vous le dire quand je le pouvais encore. Si je ne m'en sors pas, dites à Léonie que la jolie dame pense qu'elle est la fille la plus chanceuse du monde d'avoir un papa comme vous. Elle a plié la lettre et l'a remise à son assistante avec l'instruction de la livrer à mon adresse. Puis ils l'ont emmenée et elle a fermé les yeux et le monde est devenu sombre. La lettre est arrivée le lendemain matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé une jeune femme en costume d'affaires tenant une enveloppe. Elle n'a rien dit, m'a juste remis la lettre et est partie. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, fixant mon nom écrit d'une écriture élégante sur le devant de l'enveloppe. Je l'ai déchiré et j'ai lu les mots à l'intérieur une fois, puis deux fois, puis une troisième fois. Mes mains tremblaient au moment où j'ai fini. Léonie a levé les yeux de ses céréales. « Papa, tes yeux sont rouges. » Je n'ai pas répondu. J'étais déjà en train de prendre mon téléphone, de composer le numéro du garage pour leur dire que je ne viendrais pas. Puis j'ai appelé Madame Dubois, ma voisine, et je lui ai demandé si elle pouvait garder Léonie pendant quelques heures. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'avais pas le temps. 20 minutes plus tard, j'étais dans mon camion, filant vers l'hôpital Sainte-Marguerite. Je ne savais pas si j'étais trop tard. Je ne savais pas ce que je dirais en arrivant. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas la laisser affronter cela seule. Plus maintenant. Je suis arrivé à l'hôpital juste au moment où Sophie était emmenée hors de la salle de réveil. Elle était toujours inconsciente, son visage pâle contre l'oreiller blanc, ses cheveux étalés autour de sa tête comme un halo sombre. J'ai trouvé une chaise et je l'ai tirée à côté de son lit. J'ai pris sa main dans la mienne de la même manière qu'elle avait pris la mienne ce premier jour dans le service d'oncologie et j'ai attendu. 1 heure s'est écoulée. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les constantes et ajustant les médicaments. Mais je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, tenant sa main, la regardant respirer. Quand Sophie a finalement ouvert les yeux, la première chose qu'elle a vue, c'est moi. Elle a cligné lentement des yeux, confuse, certaine qu'elle devait rêver. Sa voix est sortie craquée et sèche. « Julien, est-ce que je rêve? » J'ai secoué la tête. « Non, je suis là. » Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. « Pourquoi? » Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai serré doucement sa main. « Je ne suis plus là pour faire semblant d'être votre mari. » Sophie a retenu son souffle. « Alors pourquoi? » « Pour être quelqu'un qui reste, et je dis doucement, pour de vrai cette fois. » 3 mois plus tard, Sophie a terminé son premier cycle de traitement. L'opération avait été un succès et les médecins étaient optimistes quant à son pronostic. Ses cheveux avaient commencé à s'éclaircir à cause de la chimiothérapie et elle avait perdu du poids. Mais il y avait une légèreté dans ses yeux qui n'était pas là avant. Elle apprenait à lâcher prise, à accepter de l'aide, à faire confiance qu'elle n'avait pas à tout porter seule. Je suis toujours mécanicien dans le même garage à Sarcelles. Ma vie n'avait pas beaucoup changé en surface. Mais maintenant, quand je rentre du travail, il y a quelqu'un qui m'attend en dehors de Léonie, quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée et qui veut vraiment entendre la réponse. Un après-midi chaud de la fin du printemps, nous nous sommes assis tous les 3 sur un banc du jardin des Tuileries, non loin de l'hôpital où Sophie allait encore pour ses contrôles. Léonie était perchée entre nous, travaillant sur un cornet de glace qui fondait plus vite qu'elle ne pouvait le manger. La ville bourdonnait autour de nous, mais nous existions dans notre petite bulle de paix. Léonie a levé les yeux vers Sophie, du chocolat barbouillé autour de la bouche. « Mademoiselle Sophie, papa parle de vous tout le temps. C'est trop énervant. » Mon visage est devenu rouge. Léonie. Mais Sophie a juste ri. C'était un vrai rire, sans retenue et libre, le genre qu'elle ne s'était pas permis depuis des années. Léonie a souri et a continué à parler, inconsciente de l'embarras de son père. « Mais j'aime bien parce que quand il parle de vous, il sourit. Il ne souriait pas comme ça depuis longtemps. » Sophie m'a regardé, ses yeux brillants. Je l'ai regardé en retour
et quelque chose est passé entre nous qui n'avait pas besoin de mots. Merci de ne pas être parti, a dit Sophie doucement. J'ai tendu le bras et j'ai posé ma main sur son épaule. Merci de m'avoir tenu la main ce jour-là. Léonie a jeté un coup d'œil entre nous, de la glace dégoulinant sur son menton. Vous allez vous embrasser ou quoi? Sophie et moi avons éclaté de rire. Sophie s'est penchée contre mon flanc et j'ai passé mon bras autour d'elle. Léonie est retournée à sa glace, parfaitement contente du monde qu'elle avait contribué à créer. Et aujourd'hui, on continue. Les traitements de Sophie sont un combat. Les cicatrices physiques et émotionnelles sont là. La vie d'avant semble si lointaine. Les peurs ne disparaissent jamais complètement. Elles apprennent juste à vivre avec nous. Mais on n'est plus seul. On a construit quelque chose, un peu par accident, un peu par désespoir. C'est pas une fin de conte de fées avec des dragons et des chevaliers. C'est juste nous, avec nos angoisses, nos espoirs, nos imperfections. C'est ça la vie, non? Un joyeux bordel. Mais au moins, on le vit ensemble.